Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une intervention autour des interfaces cerveau-machine chez les patients en état de conscience altéré. Et donc l'intérêt de ces interfaces chez les patients en état de conscience altéré. Alors tout d'abord, pour quel patient ça peut être intéressant, donc les interfaces cerveau-machine. Donc d'abord, il y a le cas des patients locked-in syndrome, qui ne sont pas donc considérés comme les patients en état de conscience altéré, étant donné qu'ils ont une conscience totalement normale et une paralysie notamment. Donc les interfaces cerveau-machine vont pouvoir agir au niveau du diagnostic de ces patients tout d'abord, et puis leur offrir un outil de communication aussi, et donc par là améliorer leur qualité de vie assez considérablement évidemment. On parle ensuite des patients dont le professeur Lyoté a parlé juste avant, considérés comme étant en état de conscience altéré, mais qui ne montrent pas de signes de conscience ou en tout cas de réponse à la commande lors des évaluations au chevet du patient, des évaluations comportementales, chez qui on va peut-être pouvoir identifier une conscience résiduelle cachée grâce à ces techniques. Alors, comme on l'a dit aussi précédemment, pour l'instant, le code standard au niveau de l'échelle de l'évaluation comportementale, c'est donc la CRSR. Alors, évidemment, elle a des limites. On sait que maintenant, on a montré qu'au moins 5 CRSR étaient nécessaires pour avoir vraiment un diagnostic assez précis de l'état de conscience sur une durée qui est assez limitée. Mais malgré l'utilisation de ces échelles standardisées, sensibles, il reste un taux d'erreur diagnostique assez important pour ces raisons qui sont mentionnées ici. Donc les déficits moteurs importants que ces patients peuvent présenter, que ce soit la paralysie ou bien une importante spasticité qui peut limiter vraiment beaucoup leur mouvement. Les troubles cognitifs, évidemment, qu'ils présentent, donc surtout l'aphasie ou une apraxie, les troubles sensoriels comme on l'a mentionné, l'importante fatigabilité aussi de ces patients et la vigilance du coup qui fluctue énormément. Alors, où les interfaces cerveau-machine vont pouvoir peut-être intervenir, c'est chez les patients qui présentent principalement des déficits moteurs et donc qui, en raison de ces capacités motrices limitées, vont ne pas pouvoir être capables de montrer des signes de conscience lors des évaluations comportementales. Et les autres troubles qu'on retrouve juste après seront plutôt des facteurs limitants, eux, pour l'utilisation des interfaces cerveau-machine chez ces patients, étant donné que forcément, si par exemple un patient présente une aphasie, il ne sera pas capable de comprendre ce qu'on lui demande de faire ou de communiquer. Alors ici, juste ce petit graphique pour bien situer les deux types de patients dont on a parlé. Donc sur ce graphique, il y a deux axes, donc l'axe de la motricité et l'axe de la cognition. Et donc les patients locked-in syndrome complets sont tout en bas de l'axe de la motricité, évidemment, mais sont tout en haut de l'axe de la cognition, étant donné qu'ils présentent une cognition normale. Alors que les patients qui soient en état d'éveil non répondant ou en état de conscience minimale vont être également assez bas au niveau de la motricité et avec une cognition qui varie énormément. Alors donc voilà, j'avais pensé à reparler aussi de l'étude de Owen, donc je ne vais pas m'attarder sur cette slide. Mais donc voilà, c'est surtout à partir de cette étude que les chercheurs se sont intéressés à ces techniques de neuroimagerie qui pourraient permettre de détecter cette conscience résiduelle chez certains patients qui sont diagnostiqués comme étant en état d'éveil non répondant sur base d'évaluations comportementales, même répétées, qui pourtant montrent, en tout cas ici, une compréhension langagière qui est quand même relativement préservée. Alors voilà, c'est pas parce que des patients vont réussir à montrer une réponse à la commande grâce à cette technique qu'ils vont forcément pouvoir l'utiliser comme outil de communication. Donc il y a vraiment un pas entre ces deux choses.
Donc là, on voyait que 5 patients parmi les 54 chez qui on avait essayé cette tâche parvenaient à montrer une réponse à la commande. Et par contre, on avait essayé la communication avec un seul patient qui avait pu moduler son activité cérébrale et pour répondre correctement à 5 questions sur les 6 qui lui avaient été posées. Alors, comme on l'a dit, c'est pas très pratique de pouvoir communiquer ou de pouvoir répondre à la commande seulement quand on se trouve dans une IRM, évidemment. Donc, les chercheurs se sont intéressés petit à petit plutôt à l'électroencéphalographie qui est un peu plus portable, accessible, moins coûteux aussi et qui peut peut-être être plus facilement implémenté en clinique. Et donc c'est Kruse qui va faire 2 études là-dessus en se focalisant d'abord sur les patients donc en état d'éveil non répondant au niveau comportemental. Donc parmi ceux-là, il y avait 5 patients qui étaient d'étiologie traumatique et 11 patients qui étaient d'étiologie non traumatique. Alors on a vu que sur ces 16 patients, 3 avaient réussi à répondre à la commande grâce à cette tâche d'imagerie motrice. Donc on leur demandait de s'imaginer bouger les orteils ou de s'imaginer serrer la main. Parmi ces 3 patients, 2 étaient d'étiologie traumatique et 1 seulement était d'étiologie non traumatique. Puis il a refait la même chose avec 23 patients qui étaient, eux, en état de conscience minimal au niveau comportemental, avec 15 patients d'étiologie traumatique et 8 patients d'étiologie non traumatique. 7 patients, donc 30% d'entre eux, ont montré une réponse à la commande grâce à cette technique. Et chose intéressante, il n'y avait que les patients qui avaient une étiologie traumatique qui étaient parvenus à avoir une réponse à la commande. Aucun patient d'origine non traumatique n'avait montré de modulation de l'activité. Alors ici, c'est juste un exemple de ce qu'on fait, nous, à Liège. Donc, les patients viennent pour une semaine d'hospitalisation pour un bilan diagnostique multimodal. Et donc, en plus d'échelles comportementales, donc d'évaluation sur base de la CRSR, qui sont quotidiennes ou même plus qu'une échelle par jour, ils ont aussi toute une série d'examens de neuroimagerie, de techniques de stimulation. Et donc, comme on l'a dit déjà plus tôt, c'est vraiment super important de privilégier différentes modalités, différentes techniques aussi. On a parlé des paradigmes actifs, mais donc voilà, il y a des facteurs qui vont empêcher les patients de pouvoir répondre grâce à ces tâches actives. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de conscience résiduelle chez ces patients. Ça peut être expliqué par les problèmes langagiers ou même par la fluctuation de la vigilance. Peut-être que justement le patient, quand on a testé cette tâche, était justement dans un moment où il était beaucoup moins éveillé et que si on avait retesté cette même tâche 2 heures plus tard, peut-être qu'il aurait montré une réponse. Donc c'est vraiment important d'associer donc les paradigmes actifs à des paradigmes aussi passifs, par exemple au niveau de l'IRM ou de l'EEG, des paradigmes juste au repos, où on regarde l'activité cérébrale du patient lorsqu'aucune tâche spécifique ne lui est demandée, où on regarde un petit peu comment le cerveau fonctionne, et ça peut déjà donner pas mal d'informations importantes. Alors ici, je vais illustrer ça par un cas clinique de 2 patients qui étaient venus pour une hospitalisation à Liège en 2010. Donc la première patiente donc, de gauche avait 41 ans et était 5 ans après une anoxie, alors que la patiente de droite avait 35 ans et était 6 ans après un AVC. Et donc au niveau de leur diagnostic comportemental, elles étaient toutes les 2 diagnostiquées comme étant en état d'éveil non répondant, donc sur base d'évaluation comportementale répétée. Donc elles étaient vraiment similaires du point de vue clinique. Alors qu'on voit ici, en regardant les résultats des examens de neuroimagerie, il y a vraiment des différences frappantes entre ces 2 patientes. Donc si on regarde par exemple les résultats au niveau du PET scan, il y a vraiment un hypométabolisme important au niveau du réseau frontoparietal des thalamies chez la première patiente, alors que la seconde patiente, chez elle, ces régions sont relativement préservées. C'est la même chose au niveau de l'IRM fonctionnel. Donc vraiment au repos, on ne demande pas du tout de faire de tâches. On voit au niveau du réseau du mode par défaut qui est très important dans la conscience, qu'il n'y avait pas de préservation de ce réseau chez la patiente de gauche, alors que chez l'autre patiente, il était bel et bien préservé.
Au niveau des résultats de l'imagerie par tenseur de diffusion, c'est la même chose. On voit vraiment des différences entre ces deux patientes, une atrophie importante chez la première de la matière blanche, alors que chez la seconde, il y a une beaucoup plus grande préservation de la matière blanche. Et puis on en revient aux tâches actives qui avaient été proposées dans l'IRM à ces deux patientes, pour lesquelles, dans le premier cas, on n'avait pas réussi à avoir de réponse à la commande, à avoir d'homologation de l'activité cérébrale, alors que la deuxième patiente avait été parvenue à réaliser les deux tâches de façon similaire au contrôle. Donc voilà, dans un cas, la neuroimagerie confirme le diagnostic qui avait été basé sur les évaluations comportementales pour le cas de la patiente de gauche, et dans la patiente de droite, à l'inverse, il l'infirme et est plus en faveur justement d'une conscience en tout cas résiduelle et même de capacité langagière ou en tout cas de compréhension résiduelle également. Alors un paradigme qui est souvent utilisé dans les interfaces cerveau-machine, c'est le paradigme Oddball, donc qui consiste à présenter un stimulus déviant parmi un ensemble de stimulus standards. Et donc ici sur cette étude de Loulet, qui était basée sur la P300 dont on a parlé juste avant. Donc la P300, c'est une réponse qu'on peut avoir environ 300 à 500 millisecondes après l'apparition de ce stimulus déviant parmi les stimuli standards. Donc Loulet a fait ça chez 18 patients, donc 3 en état d'éveil non répondant, 13 en état de conscience minimale et 2 patients qui étaient locked-in syndrome et 16 sujets contrôle. Et donc il avait opté plus pour un paradigme sur la modalité auditive, étant donné les déficits fréquents en modalité visuelle chez ces patients. 4 stimuli étaient présentés donc, aux patients, donc oui, non, stop, go. Donc il y avait 2 phases dans ce protocole. Dans la première phase d'entraînement, avec 4 essais, chaque essai était composé de 15 blocs. Et dans chaque bloc, il y avait donc la présentation des quatre mots. Et donc dans la seconde phase, on essayait de poser des questions aux patients et ils devaient en fait essayer de se concentrer le plus possible sur le oui ou sur le non. Donc au niveau des résultats, donc il y a un patient en état de conscience minimale qui était parvenu à, quand on lui disait de se focaliser sur le oui, se focaliser sur le oui. Quand on lui disait de se focaliser sur le non, le faisait également. Par contre, au niveau de la communication, on a vu que 13 des sujets contrôle parvenaient à établir vraiment une communication avec ce système sur les 16, donc pas tous les sujets contrôle. Et un patient locked-in syndrome, sur les 2 qui avaient essayé la tâche, était parvenu également à établir une communication. Donc on voit que ce n'est même pas quelque chose qui marche systématiquement, même chez les sujets sains. Alors une autre étude ici d'une collègue qui a été récemment publiée, qui se base également sur la P300 et qui l'a confrontée en fait au résultat du PET scan, au métabolisme cérébral, justement pour essayer de réduire au maximum les faux négatifs. Donc elle a fait ça chez 12 patients en état de conscience altéré qui ne présentaient pas de réponse à la commande. Donc 8 avaient été diagnostiqués comme étant en état d'éveil non répondant et 4 étaient en état de conscience minimale moins, donc montraient soit une poursuite visuelle ou des comportements orientés, mais pas de réponse à la commande. Alors sur la slide, vous avez un exemple de PET scan de métabolisme qui est typique de patients en état d'éveil non répondant, et à droite, typique de patients en état de conscience minimale. Donc, il y avait 2 paradigmes dans cette étude. Donc, le premier paradigme était composé de 2 stimuli. Donc, c'était dans cette étude des stimuli vibrotactiles. Et donc, il y avait un stimulus standard qui était présenté 7 fois sur 8 sur le poignet gauche et un stimulus déviant qui était présenté 1 fois sur 8 sur le poignet droit. Et donc, il était demandé aux patients de compter combien de fois apparaissait un stimuli sur le poignet droit. Lorsqu'ils avaient atteint 70%
de vrais positifs, c'était considéré comme une bonne performance, et donc il pouvait essayer le paradigme numéro 2, qui lui était constitué de 3 stimuli, dont 2 déviants. Donc, le stimulus standard était appliqué sur le pied droit, alors que les 2 stimuli déviants étaient appliqués soit sur le poignet gauche, soit sur le poignet droit. Donc, le stimulus standard était appliqué 6 fois sur 8 et chaque stimuli déviant est appliqué 1 fois sur 8. Donc, pendant la phase d'entraînement, on s'entraînait à avoir une réponse à la commande, en se concentrant et en comptant combien de stimuli déviants apparaissaient soit sur le poignet gauche, quand ça lui était demandé pour un bloc, soit sur le poignet droit. Et ensuite, on testait la communication sur cette même méthode. Alors, une réponse à la commande a été observée chez seulement un patient en état de conscience minimale, donc 8%. Donc, il a eu une performance de 100% au premier paradigme et une performance de 70% au second paradigme. Lorsqu'on a essayé de tester la communication avec lui, une seule réponse a été détectée, elle était correcte, mais aucune autre réponse n'a été détectée pour les autres questions. Alors ici, dans cette étude, on voit que les résultats du PET scan corroborent les résultats obtenus avec l'interface, puisqu'on voit ici les SUV du patient, donc à droite, qui a montré une réponse à la commande, et le SUV moyen des patients qui avaient un PET qui était typique des patients en état de conscience minimale, mais sans réponse à la commande. Et on voit que le PET du patient qui a réussi à avoir une réponse à la commande montre moins d'hypométabolisme, notamment au niveau du réseau langagé gauche, comme on le voit sur l'image de droite, où on voit que les régions justement de ce réseau-là ont l'air d'être plus préservées comparé à des patients qui avaient le diagnostic de conscience minimale mais qui ne montrent pas de réponse à la commande. Alors une étude très récente qui n'est pas encore publiée de la même collègue qui a appliqué des paradigmes, des stimuli auditifs et vibrotactiles chez les mêmes patients, donc chez 50 patients en état de conscience altérée et 10 volontaires sains. Et elle voulait notamment voir si justement le fait qu'un patient montre des réponses positives à l'un des paradigmes, est-ce que ça voulait nécessairement dire qu'il allait savoir montrer des réponses également avec l'autre paradigme, donc toujours dans cette optique de multimodalité. Et donc on l'a vu quand on les fait, non, ce n'était pas du tout le cas. Donc les performances de 2 paradigmes étaient totalement indépendantes. Et donc il y avait certains patients qui avaient vraiment une meilleure performance, de se débrouiller beaucoup mieux avec le paradigme auditif, alors que certains patients se débrouillaient beaucoup mieux avec le paradigme vibrotactile. Ce qui souligne l'importance, comme on l'a dit, des approches multimodales avec ces patients et d'avoir vraiment des mesures adaptées aux limitations individuelles. Alors juste pour synthétiser un petit peu les problèmes qui peuvent être peut-être des facteurs limitants dans l'utilisation des interfaces cerveau-machine chez ces patients. Donc comme on l'a dit, ces patients sont vraiment très fatigables, très vite fatigables. Ils ont des capacités mnésiques et attentionnelles qui sont assez limitées. Donc les solutions qui peuvent peut-être être trouvées, donc c'est déjà en désignant le protocole, c'est de vraiment faire attention à la charge cognitive en se demandant si ça va être possible pour le patient, si ce n'est pas trop lui demander. C'est vraiment un équilibre à trouver. Concernant les capacités, par exemple, limitées en mémoire de travail, c'est de ne pas hésiter de rappeler les instructions avant chaque essai, par exemple. Au niveau des déficits auditifs, visuels, sensoriels, et donc voilà l'importance des potentiels évoqués peut-être dans le bilan diagnostic multimodal pour voir vers quelle modalité on pourrait peut-être plus se tourner avec ce patient. Au niveau de la fluctuation de la vigilance, donc ce serait la répétition des évaluations. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais l'idéal serait de pouvoir tester ces paradigmes à différents moments, peut-être de la journée même, ou à différents jours, pour s'assurer vraiment que le patient soit dans des conditions optimales
pour réaliser la tâche. C'est de réduire au maximum la durée des enregistrements, évidemment, tant que faire se peut, pour quand même réussir à avoir des réponses et des informations. C'est de ne pas hésiter à stimuler verbalement peut-être ou par toute autre façon le patient lorsqu'on est en train d'administrer ce type de paradigme, lorsqu'on voit qu'il commence un petit peu à baisser son niveau d'éveil. Et voilà, c'est surveiller l'ouverture des yeux. Ça, c'est sûr que ce serait vraiment idéal d'avoir une technique qui permette de contrôler, de vérifier, surveiller l'ouverture des yeux et le niveau de vigilance du patient pour qu'on puisse vraiment savoir quand on peut lui demander des tâches qui sont peut-être assez difficiles au niveau de la charge cognitive. Alors, il y a beaucoup d'artefacts musculaires, généralement, les mouvements des yeux, donc la technologie doit encore être améliorée pour pouvoir diminuer cela. Au niveau de la communication, c'est des patients, même s'ils parviennent à communiquer, qui sont souvent désorientés et assez confus par moment. Et donc, c'est vraiment de se limiter à des questions simples. Peut-être au début, vraiment penser à prendre des questions dont les réponses sont connues. Et finalement, pour essayer de limiter au maximum les faux négatifs, on souligne l'importance de la multimodalité chez ces patients. Pour conclure, donc les intérêts des interfaces cerveau-machine chez ces patients, l'intérêt est double, donc il peut servir au niveau de la mise en évidence de réponse à la commande et donc d'une conscience résiduelle éventuelle chez les patients qui ne montrent aucun signe de conscience, aucune réponse à la commande sur base des évaluations comportementales, et d'autre part de fournir un outil de communication à ces patients, que ce soit en état de conscience altéré ou les patients en Locked-in syndrome. Et finalement, au niveau des perspectives, donc voilà, dans la perspective d'implication clinique, c'est deux choses à laquelle il faudrait faire attention, c'est donc l'interprétation des faux négatifs et se poser la question, voilà, si on obtient des positifs et si on arrive à établir une communication, il y a toutes les questions éthiques qui surviennent avec les décisions de fin de vie et quelles sont réellement les capacités de jugement de ces patients. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle? Oui? Non, pas de souci. Bon, petite question ou petit commentaire. Oui, dans la méthodologie sur les EEG, est-ce que vous avez une lecture de l'EEG de base? Parce que vous parlez de l'EEG dans le cadre de la stimulation, mais on sait que l'EEG va donner des diagnostics d'encéphalopathie, post-anoxique, etc., etc. Et la réaction va être fonction également de l'EEG de base. Sinon, on va avoir des phénomènes un peu d'interprétation difficiles. Est-ce que je suis clair ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, il y a une lecture d'EEG de base et ensuite, vous faites une sélection où vous stimulez tous les patients, quel que soit le diagnostic et électroencéphalographie de base. Donc, il y a un électroencéphalogramme de base qui est appliqué. Donc, de toute façon, quand les patients viennent chez nous à Liège, et selon les protocoles qui sont en place à ce moment, au moment de l'hospitalisation, on va proposer quand même les mêmes protocoles à tous les patients. Mais bien sûr, on a ces informations-là en amont, et donc on peut éventuellement décider de ce qui est plus approprié pour le patient, évidemment, à ce moment-là. Dans le cadre de l'EEG, je rappelle que les épilepsies non convulsives sont très fréquentes et on en chope une fois par semaine. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ok, merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une autre question ou un autre commentaire. Non? Oui, pardon, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question concernant... alors, je travaille au CHU de Bicêtre en réanimation chirurgicale et en service de rééducation post-réanimation. Et on voit régulièrement des patients en état d'éveil non répondant ou d'état de conscience minimale. J'avais une question par rapport à tous ces cas qu'on nous présente sur les états d'éveil non répondant qui finalement ont des réponses sur les interfaces cerveau-machine. C'est toujours assez spectaculaire et du coup j'aurais aimé avoir votre avis. Est-ce que c'est plutôt des patients qui sont en phase de récupération ou en tout cas qui présentent un bon pronostic, ou alors est-ce que c'est un diagnostic foncièrement différent? Est-ce que
Par exemple, ce serait un mélange de locked-in syndrome et d'état de conscience minimal. Est-ce qu'il y aurait des lésions particulières? Bon, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais qu'est-ce que vous pensez de ces patients-là? Est-ce que c'est un cours de récupération ou plutôt un diagnostic vraiment différent des autres patients? Oui, c'est assez difficile pour moi. Ils sont, à partir du moment où on peut voir justement une réponse à la commande grâce à ces techniques d'imagerie, on ne peut plus parler pour moi de diagnostic d'état d'éveil non répondant, étant donné que ils ont bien prouvé qu'ils étaient capables, là, même dans ce cas-là, de répondre, de comprendre ce qui leur était demandé, de moduler leur activité cérébrale en fonction de ce qui leur avait été demandé. Donc c'est quand même déjà assez compliqué à faire. Donc pour moi, déjà à partir de ce moment-là, je ne parlerai plus d'état d'éveil non répondant. Après, ça peut être donc, des patients qui sont limités par tous les facteurs dont on a parlé et donc qui ne savent pas montrer de réponse à la commande autrement. Ou alors ça peut être des patients qui, effectivement, sans qu'on ait fait ces tâches d'imagerie active, auraient peut-être évolué favorablement dans les semaines ou dans les mois qui suivent par rapport aux patients qui n'ont pas montré de réponse.